Anne Pajard, du service commun de la documentation de l'Université des Antilles et de la Guyane, chef de projet de la bibliothèque numérique Manioc. J'ai le plaisir d'animer cette dernière table ronde du colloque qui nous réunit aujourd'hui. Et je remercie à ce titre la Bibliothèque nationale de France pour son invitation. Bibliothèque nationale de France et les partenaires de Gallica et du portail France-Brésil pour leur invitation de nos territoires à cette rencontre. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les différentes interventions et tables rondes et l'écho que toutes ces questions portent au territoire dans lequel je réside est très présent et très prégnant. La vision de l'autre, la réflexivité des représentations identitaires, les processus de patrimonialisation, les tensions entre fixité et continuum, préservation et transmission sont au cœur des préoccupations qui touchent la recherche de nos territoires. Donc ce colloque s'interroge sur les Indiens du Brésil. Il est organisé dans le cadre d'une coopération France-Brésil et il est peut-être utile de rappeler aussi que des Indiens d'Amazonie vivent en France, donc en Guyane, territoire souvent oublié des analyses des Indiens, et peut-être que ça pourra être l'occasion de prolonger des éléments de comparaison, d'analyse et des travaux de recherche sur les Indiens de l'Amazonie française. Donc de la bouche de l'enfer à l'idéal du paradis, nous l'avons vu tout au long des interventions, à l'idéal du développement durable, réponse à nos sociétés, les Indiens d'Amazonie sont souvent l'objet d'une perception figée des représentations. Les nouvelles thématiques, les approches récentes, interrogeant territoire, frontières, altérité, dynamiques identitaires, apportent très certainement un profond renouvellement des sciences de l'homme ces dernières années, permettant peut-être d'échapper à ces paradigmes. Les trois éminents chercheurs que nous accueillons aujourd'hui, spécialistes du Brésil et des Indiens, apportent des regards issus de champs disciplinaires, ethnologie, anthropologie, mais interrogeant la philosophie, les sciences politiques autour de questionnements transversaux. Donc la question des Indiens du Brésil a toujours interrogé nos sociétés et peut-être au-delà le monde à travers les sciences de l'homme. Alors nos trois intervenants, la première intervention est de Anne-Christine Taylor Descola, du CNRS, directrice de recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly, spécialiste des cultures indigènes de l'Amazonie. Cette intervention s'intitule « Anthropologie amazoniste avant et après Lévi-Strauss ». La deuxième intervention de Luis Felipe de Alencastro de l'Université de Paris 4 Sorbonne, qui est directeur au Centre d'études du Brésil et de l'Atlantique Sud, qui a enseigné également au Brésil, s'intitule « Jésuites et Lumière, les Indiens et les Noirs au Brésil ». Et la dernière intervention de Patrick Manger, anthropologue directeur d'études à l'École pratique des hautes études, s'intitule « De la tutelle à la patrimonialisation sur quelques paradoxes de l'identité indienne au Brésil aujourd'hui ». Bienvenue à nos intervenants et je laisse la parole à Madame Taylor Descola pour son intervention. Merci beaucoup. Merci d'abord aux organisateurs de ce colloque de m'avoir invité et de me permettre d'assister à ces débats évidemment passionnants pour moi. On m'a donc demandé de parler un peu des rapports entre l'ethnologie et les Indiens des basses-terres d'Amérique du Sud en général, avant et pendant et après Lévi-Strauss. Alors, sans doute une première chose à remarquer concernant l'anthropologie américaniste, avant, pendant et après Lévi-Strauss, c'est que l'évolution de l'ethnologie des basses-terres des sociétés d'Amérique du Sud s'inscrit dans une temporalité tout à fait distincte de celle d'autres anthropologies ou ethnologies régionales. Vous le savez tous, aujourd'hui, l'anthropologie amazoniste est sans doute l'un des secteurs les plus vibrants de la discipline. C'est une anthropologie qui est à la fois de manière interne considérée comme étant à la pointe, disons, des problématiques qui intéressent l'ensemble de la discipline. L'audience, si j'ose dire, de l'anthropologie amazoniste dépasse maintenant de beaucoup la seule discipline anthropologique. Elle est lue
avidement par exemple, les philosophes, mais aussi par des géographes et bien d'autres. Et d'une certaine façon, l'anthropologie amazoniste joue aujourd'hui, pour l'anthropologie en général, un peu le même rôle que jouait l'africanisme dans les décennies 50, 60, 70. Et comme je l'ai souligné, quand des non-spécialistes lisent de l'anthropologie, il y a de bonnes chances actuellement qu'ils lisent principalement de l'anthropologie amazoniste. Cela dit, il ne faut pas oublier que jusqu'à la fin des années 60, approximativement, l'anthropologie amazoniste, j'emploie le terme amazoniste dans un sens extrêmement large qui n'est pas du tout rigoureux sur le plan géographique pour désigner en gros l'ensemble des sociétés des basses terres d'Amérique latine. Donc l'anthropologie amazoniste constituait ce que j'ai appelé jadis une frontière fossile, autrement dit une zone très marginale et archaïque de la discipline. L'amazonisme, de fait, n'avait produit aucun ouvrage avant Lévi-Strauss qui ait eu une influence notable sur l'ensemble de l'anthropologie, comme c'était le cas pour, par exemple, les Trobriandais de Malinowski, les Talensi de Fortes, les Kachin de Leach, les Nuer d'Evans Pritchard, etc. De surcroît, l'Amérique des Basses-Terres était connue sur le plan scientifique de façon encore extrêmement lacunaire. Sa couverture ethnographique était très clairsemée, et rappelez-vous qu'un reader, c'était un manuel pour les étudiants de la fin des années 80, s'appelait encore Ethnology of the Least Known Continent. Ce côté archaïque est d'ailleurs, il faut le rappeler, l'un des traits de l'américanisme qui plaisait beaucoup à Claude Lévi-Strauss, et il a souvent évoqué avec une affectueuse ironie le côté suranné de l'univers de savoir dans lequel il s'est retrouvé par le hasard du fameux coup de téléphone lui proposant le poste à l'université de Sao Paulo. Voilà donc un premier paradoxe. L'ethnologue le plus révolutionnaire du XXe siècle sur le plan théorique a émergé d'eux et s'est épanoui dans ce qui était à l'époque, il faut bien le dire, un hinterland de la discipline. Mais le paradoxe ne s'arrête pas là, car il faut aussi souligner que l'accroche entre l'œuvre de Claude Lévi-Strauss et l'américanisme n'a pas été simple. Curieusement, l'influence de sa pensée a longtemps été relativement limitée dans l'ethnologie amazoniste. Plus exactement, soit elle était tout simplement écartée, notamment par les thuriféraires du déterminisme écologique, qui universitairement était très puissant dans les années 70-80, soit encore on l'imitait en collant à la lettre plus qu'à l'esprit de son œuvre. Bref, c'est un peu comme si les américanistes ne savaient pas trop quoi faire avec le structuralisme, alors même que les africanistes et les asiatisants, par exemple, s'en sont, comme on le sait, emparés avec enthousiasme et avec beaucoup plus de créativité à l'époque que les américanistes. À ce décalage entre Lévi-Strauss et sa communauté scientifique d'affiliation première, plusieurs raisons. D'abord, comme je l'ai dit, le côté sous-développé ou théoriquement sous-développé de l'ethnologie amazoniste à l'époque. Ensuite, le fait que, entre les écrits d'avant-guerre et les mythologiques, Lévi-Strauss a en réalité peu utilisé de matériaux sud-américanistes, notamment dans les structures élémentaires de la parenté, le premier de ses ouvrages qui a eu un vrai retentissement. Et il a peu utilisé ces matériaux, faute d'y trouver des données suffisamment précises pour les besoins de sa démonstration. De fait, là aussi, dans le domaine de la parenté, il y a un décalage, d'une certaine façon, entre Lévi-Strauss et l'état de la discipline, puisque tout le monde, y compris Lévi-Strauss lui-même d'ailleurs, raisonnait encore en termes de logique, ce qu'il a lui-même appelé d'ailleurs la logique des classes, plutôt qu'en termes de logique des relations. Et on sait maintenant que c'est précisément cette dernière, donc la logique des relations, qui est massivement présente dans les systèmes de parenté des sociétés de basse-terre. De fait, Lévi-Strauss a réservé l'essentiel de ces données amazoniennes pour
son deuxième livre, pour reprendre l'expression de Bann, Triste Tropique, bien évidemment, plutôt que pour ses écrits les plus techniques. Troisième paradoxe, donc, l'Amazonie est assez peu mobilisée dans les travaux qui ont fait la célébrité de Lévi-Strauss, et pourtant, il suffit de regarder attentivement l'ensemble de son œuvre pour se rendre compte que la rencontre avec les sociétés amazoniennes a été absolument déterminante dans sa réflexion et dans son œuvre, et que cette expérience de rencontre avec les sociétés de Basse-Terre a travaillé de façon invisible, mais vraiment en profondeur, l'ensemble de sa production. J'ai dit dans un précédent travail, en guise de boutade, que l'approche structurale marchait bien en Amérique, et notamment en Amazonie, parce que les Indiens étaient spontanément structuralistes. En réalité, je crois qu'une formulation beaucoup plus juste serait de dire que le structuralisme de Claude Lévi-Strauss est spontanément indien. Plus exactement, que le structuralisme de Lévi-Strauss est congénitalement lié à une manière spécifiquement amérindienne d'appréhender deux choses évidemment fondamentales pour l'anthropologie, à savoir l'idée de différence et la notion de relation. Alors, ceci ne veut évidemment pas dire que le structuralisme ne vaut que pour les sociétés américaines, mais bien plutôt que le structuralisme de Lévi-Strauss est d'une certaine façon une façon indienne d'appréhender le monde de la même manière qu'il y a eu une manière africaine ou asiatique jadis d'appréhender le monde moré anthropologique. Le problème est que l'ethnologie amazoniste, et pas elle seulement d'ailleurs, a mis très longtemps à admettre cela, à intégrer ce constat. Et pour qu'elle en fasse son miel, il a fallu d'abord, et en réalité cela a mis une bonne quinzaine d'années, qu'elle se détache d'une lecture de Lévi-Strauss plus attachée à la lettre de sa pensée qu'à son esprit. Et ce travail est passé par deux choses concomitantes d'ailleurs. D'une part, un travail critique mené par l'ensemble des ethnologues des Basses-Terres, un travail critique notamment sur la notion de relation telle qu'elle avait été interprétée jusqu'alors, et d'autre part, sur un usage au fond purement ethnographique des écrits de Lévi-Strauss. Usage purement ethnographique correspondant à l'idée implicite que le structuralisme, après tout, était sans doute mort en tant qu'inspiration théorique, mais qu'il y avait beaucoup à tirer encore, notamment des mythologiques évidemment, en matière d'analyse ethnographique à usage local. Or, aux surprises, on s'est aperçu que les deux choses coïncidaient. Autrement dit, que l'ethnographie lévi-straussienne contenait en réalité une critique parfois voilée, parfois tout à fait explicite, d'une certaine conception de la relation. Et du coup, on pouvait faire jouer Lévi-Strauss contre Lévi-Strauss, ou Lévi-Strauss II contre Lévi-Strauss I. Et cette opération, que je n'ai évidemment pas le temps de détailler, et qui a été évidemment une opération scientifique collective, mais dans laquelle l'apport de nos collègues brésiliens, et à commencer par Eduardo Viveiros de Castro et ses élèves, dans laquelle cet apport a été absolument décisif, elle s'est traduite, au bout du compte, à la fois par une vision complètement renouvelée de l'œuvre de Claude Lévi-Strauss, mais aussi par une formidable explosion scientifique de l'américanisme, celle-là même, justement, qui focalise l'attention aujourd'hui
d'une communauté intellectuelle bien au-delà de l'anthropologie et a fortiori de l'américanisme. Et un dernier commentaire, vous aurez tous remarqué que ce retour en force, si j'ose dire, de l'anthropologie amazoniste, avec cette redécouverte, en somme, à la fois de Lévi-Strauss et des sociétés amérindiennes, se joue ou se déploie dans compléter d'une certaine façon une boucle historique, se rejoue une fois de plus sur la scène, au fond, philosophique, quasiment métaphysique. Et donc on retrouve une figure qui a été celle, évidemment, du cannibale au XVIe siècle, et c'est évidemment pas tout à fait un hasard. Voilà, je m'arrête là. Merci Madame Taylor Descola. Donc nous allons laisser la parole à Luis Felipe de Alencastro, donc de Paris 4 Sorbonne. Merci. Je voudrais, avant de commencer, juste poser 2 points parce que mon thème est sur les Indiens et les Noirs. En réalité, moi je pense, et j'ai écrit sur ça, je pense qu'il n'y a pas d'histoire du Brésil, il y a une histoire de l'Atlantique Sud. Ça veut dire qu'il y a un système esclavagiste qui a été établi dès le milieu du XVIe siècle et qui a duré jusqu'au milieu du XIXe siècle, où les liaisons entre le Brésil et l'Afrique, et surtout l'Angola, sont très fortes. Pour vous donner une idée, au XVIIIe siècle, 80% des bateaux qui rentraient à Luanda venaient du Brésil et pas du Portugal. Donc cette histoire des traites triangulaires est fausse. Et ce sont donc des colons du Brésil qui passent de l'autre côté pour exploiter et élargir la domination européenne et négrière en Angola, dans des batailles qui sont à 500-600 km à l'intérieur. Ce n'est pas des batailles au bord des plages. Et donc, l'histoire amérindienne que je vais aborder ici, elle se fait en creux de cette histoire de la traite et de l'esclavage africain. Le Brésil est aujourd'hui un pays majoritairement noir, selon le recensement de 2010. La population est majoritairement afrodescendante. Le Brésil a beaucoup plus d'ambassades en Afrique qu'en Amérique latine. Je pense que cette réalité de la présence africaine et des relations avec l'Afrique se superpose de nouveau, parce qu'elle se superposait déjà avant, sur cette réalité continentale et latino-américaine. Donc, je vais vous donner 2 exemples, et je pense que justement l'histoire des Indiens a été négativement impactée par cet événement, puisque c'est le contrôle de la traite négrière qui va permettre dès le XVIIe siècle des guerres d'extermination contre les Indiens, surtout dans le nord-est, et la guerre dos bárbaros, qu'on dit la guerre des barbares. Là, déjà les titres disent tout ce que veut dire, où justement on exterminait les tribus. On ne cherchait pas à en faire des esclaves. Les esclaves, ils venaient de l'autre côté, ils étaient taxés par la couronne. On exterminait les tribus et c'était l'élevage, c'est surtout l'histoire des Indiens. Ce n'est pas proprement les colons, c'est les éleveurs, comme d'ailleurs en Amérique espagnole, n'est-ce pas? L'ennemi des Indiens, c'est les vaches. Et c'est les systèmes d'élevage, ce n'est pas les planteurs. Et qui vont amener, dès le XVIIe siècle, je disais, ces systèmes d'extermination des Indiens, des guerres d'extermination. Et la documentation est aussi imbriquée. Je vois toujours ça dans des thèses, dans des recherches, des gens qui parlent des missions des jésuites au Brésil et n'ont pas idée qu'il y avait en Angola le même problème. Je parle des questions des baptêmes des Indiens et des baptêmes des Africains, la question sur la nature des mariages amérindiens, savoir si c'était des vraies familles, c'est essentiel pour ne pas les éparpiller, et les mariages des familles, les familles africaines.
Et la documentation, quand on va aux archives d'Evora, qui était l'ancienne université jésuite, il y a l'immense documentation sur l'Amazonie. D'ailleurs, je voulais faire une petite remarque. C'est vrai que Lévi-Strauss arrivait dans un domaine qui théoriquement était un peu éparse, mais la documentation sur l'Amazonie et la connaissance qu'il y avait au Brésil sur l'Amazonie est immense. Il ne les connaissait pas, c'est son problème. Mais les jésuites avaient énormément écrit, et la revue de l'Institut historique et ethnographique brésilien publiait depuis 1840 beaucoup de documentation sur l'Amazonie. Et donc, juste pour noter, cette documentation est imbriquée avec la documentation sur l'Afrique. Les problèmes se posaient des deux côtés. Des fois, les missionnaires étaient les mêmes, qui allaient d'un côté à l'autre. Donc, je vais sauter cette généralisation dont je viens de parler pour arriver directement au point que je voulais démontrer, cette imbrication. Sont les réformes faites par les marquis de Pombal, que vous savez, c'est l'autorité qui a contrôlé le Portugal et l'Empire de 1755 à 1777, après les tremblements de terre de Lisbonne. C'était les despotes éclairés et éminents de cette époque. Et c'est lui qui décide d'expulser les jésuites et reprendre les contrôles d'abord en Amazonie et tout du Brésil entier, de l'administration indienne. Ensuite, l'Espagne va aussi expulser les jésuites, la France aussi, et Rome va dissoudre l'ordre pendant un moment. Donc, ce n'était pas un problème à lui, il y avait un problème plus général avec l'ordre. Et donc, du moment qu'on expulse les jésuites, mais on expulse de l'université d'Evora et du fond de l'Amazonie et de Macao et de l'Angola et de partout, il faut refaire tout un système d'administration indienne, d'enseignement universitaire, d'enseignement primaire. C'est là qu'apparaissent les premières écoles publiques en Amazonie, première école primaire publique. Il n'y avait pas d'école primaire publique. C'était de l'enseignement privé ou des écoles de l'aristocratie avant. Et donc, c'est là aussi, du moment qu'on expulse les jésuites, qu'on va introduire la traite des Noirs en Amazonie par une compagnie fondée par Pombal. Et donc, cette complémentarité apparaît de manière très claire, puisque les décrets qui expulsent les jésuites, qui créent cette compagnie de traite des Noirs, qui va devoir avoir l'administration de toute l'Amazonie brésilienne, et d'ailleurs de la Guinée-Bissau aussi. Les décrets qui affranchissent les Indiens, donc on ne pouvait plus le mettre en esclavage, ont été signés en 3 jours. C'est un ensemble. Et donc, chaque fois, je m'étonne qu'on étudie ces décrets en ce qui ressort de la législation indienne, et on ne voit pas que la compagnie des traites a été fondée justement à ce moment, pour désenclaver l'Amazonie de l'autarcie où les jésuites l'avaient plongée et la maintenaient, notamment à travers la diffusion de cette langue générale qui était une espèce d'espéranto, fait des langues que les Indiens ne connaissaient plus d'ailleurs. Elles étaient à l'origine des langues indiennes qui avaient été fusionnées, qui étaient enseignées par les prêtres aux Indiens. On n'enseignait pas le portugais. Et donc, les missionnaires étant expulsés, on va les apprendre le portugais et on va faire leur promotion sociale, c'est-à-dire les rendre socialement utiles, colonialement utiles, on pourrait dire, n'est-ce pas? Et là, c'est très intéressant parce que va émerger l'idée des civilisations. La civilisation, c'est un concept des Lumières. Selon Benveniste, ça a été élaboré par les marquis de Mirabeau, les pères, n'est-ce pas, du Mirabeau de la Révolution française, exactement en 1756, dans un livre qui est d'ailleurs dans Gallica, L'ami des hommes, qui est un traité de démographie, où la civilisation apparaît comme une idée de promotion sociale, une idée laïque, et donc elle vient se substituer à l'idée d'évangélisation,
Le but de la métropole, c'était de civiliser. Civiliser, ça veut dire travailler pour la communauté, apprendre la langue de la métropole. Et là, il va y avoir donc une personnalisation de ces Indiens, dont l'expression littéraire, c'est l'ouvrage que Michel Riodel a parlé, de Basile da Gama, le Uruguay, qui est d'ailleurs la mise en poésie, en forme littéraire, des manifestes politiques de Pombal sur les Indiens. Alors il faut voir que c'est la promotion des Indiens. On les considérait comme des vrais citoyens. Il fallait qu'ils prennent des noms portugais. Les villages devaient prendre des noms des villes du Portugal, qu'ils ont gardés jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et ces Indiens pouvaient diriger eux-mêmes leur village, donc une espèce d'indirect rule qu'on voulait créer, un gouvernement indirect, mais ça ne concernait que les Indiens. Un des chefs indiens d'un village indien près de Rio, qui a épousé une noire libre, a été démis de ses fonctions parce qu'il avait fait, selon les marquis du Lavradio, qui était vice-roi du Brésil, avait fait tellement mauvais usage de sa liberté et de son affranchissement qu'il il était indigne de cette liberté puisqu'il s'était dégradé au point d'épouser une noire. Donc il y avait une distinction, on avait la traite d'un côté et les Indiens affranchis de l'autre. Quand vient l'indépendance du Brésil, les pères de l'indépendance du Brésil voient que le Brésil ne peut pas continuer avec la traite des Noirs parce que l'Angleterre met le veto, c'est comme faire la bombe atomique aujourd'hui. C'était un casus belli international de continuer la traite. Et donc, il va dans la constituante brésilienne en 1823 faire deux projets. Les premiers pour en finir progressivement avec la traite des Noirs et les suivants pour utiliser le travail des Indiens, la civilisation des Indiens. La civilisation vient de nouveau avec ces projets de rendre les Indiens utiles pour le travail des communautés voisines. Et à ces moments-là, on croyait encore qu'il y avait des centaines de milliers d'Indiens. On n'avait pas une idée précise du nombre d'Indiens, puisque les villages avaient été désorganisés après la fin de la période des Pombal. Et donc, avant cet indianisme littéraire dont on a parlé, il y a eu un indianisme économique où on pensait que les Indiens pouvaient servir d'alternative à la traite des Noirs. Et donc, il y a toute une littérature, je veux dire, une historiographie là-dessus, n'est-ce pas? L'indianisme littéraire est une extension quand les problèmes cessent d'être à l'ordre du jour, parce qu'on s'est rendu compte que les Indiens n'étaient pas aussi nombreux que ça, après les premiers registres qu'on a faits, et surtout l'immigration européenne était une meilleure alternative, et on commençait déjà à promouvoir l'arrivée des Portugais, des Açoriens, et des gens qui pouvaient travailler à la place des esclaves ou à côté des esclaves, des prolétaires européens donc. Mais c'est important, et je vais en finir, l'idée des civilisations va créer cette idée qui est les fardeaux de l'homme blanc, c'est la tâche de cette bureaucratie impériale brésilienne. Le Brésil est la seule monarchie des Amériques à avoir une administration centralisée sur un territoire de dimension continentale et qui va donc avoir cette tâche de civiliser les Indiens, de coloniser son propre peuple. Et dans la mesure où les migrations et la traite des Noirs désorganisaient toujours les peuples, puisque c'était des gens qui venaient de partout et créaient une hétérogénéité culturelle, ethnique très grande, les désordres du marché du travail, si on peut dire, des plantations et des fermes, justifiaient de nouveau cette mission civilisatrice. Et c'est un des piliers de l'autoritarisme brésilien
cette idée que l'élite doit civiliser son propre peuple, et ça a été notamment le cas dans un discours du président Geisel, un des dictateurs militaires du Brésil, un discours très clairement axé sur cette idée. Donc vous voyez comment les Indiens, qui étaient l'objet de la promotion, d'une promotion sociale et qui étaient donc favorisés dans un certain moment, deviennent ensuite des sujets et vont ensuite leur état et la nécessité, les procédés pour leur civilisation, la politique de la civilisation devient un élément de justification de cette bureaucratie impériale, de ces hauts fonctionnaires, de la même façon, mutatis mutandis, qu'elle va justifier la pénétration européenne en Afrique à la même époque au nom de la fin de l'esclavage et de la civilisation. Il faut se rendre compte, et les choses sont liées. En 1885, quand on faisait les partages de l'Afrique dans la conférence de Berlin, le Brésil était le dernier pays des Amériques à avoir l'esclavage. C'était donc encore un phénomène américain de large étendue, et donc un pays avec cette organisation s'y trouve aussi dans l'obligation de forger une élite autoritaire qui est là toujours pour civiliser ces désordres sociaux et ces désordres culturels. Voilà. Merci. Bien sûr, à la fin des interventions, nous réserverons un moment pour toutes les questions et les échanges. Donc maintenant, Monsieur Maget, donc, nous l'avons dit, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, mais également président de Survival International en France. Donc, je vous laisse la parole. Je vous remercie. Je voudrais aussi remercier Madame Piersanti pour le choix du 8 mars, parce que dans l'imaginaire français, la Journée internationale de la femme, le carnaval et le Brésil sont des choses qui, évidemment, fusionnent. En 88, la Constitution brésilienne, toujours en vigueur aujourd'hui, a consacré le droit des peuples indiens à une terre, à un territoire, si vous voulez. On verra que ce n'est pas un territoire, avec une expression particulièrement explicite de l'autochtonie sous la forme de l'expression brésilienne « posse immemorial », c'est-à-dire la possession depuis toujours. Sont donc reconnues comme terres indiennes celles que les Indiens occupent depuis toujours. On verra que dans la jurisprudence, ce toujours peut être simplement de 3 générations. Bon. L'un des points importants, c'est que ce droit de possession n'est pas un droit de propriété. C'est l'État, appelé Union au Brésil, l'État fédéral, qui reste le propriétaire de ces terres indiennes et qui est le garant de la possession de celles-ci par les Indiens, possession qui s'exerce collectivement. L'article en question résulte d'une longue élaboration pendant la période appelée en brésilien redémocratisation, c'est-à-dire la période 85-88, dans laquelle des intérêts divergents se sont opposés, mais a abouti à ce que pour la première fois, il y ait une reconnaissance des droits indiens, et j'entends reconnaissance au double sens du terme. D'une part, ils sont reconnus en tant que premiers habitants du Brésil, et d'autre part, c'est exprimé clairement dans un commentaire que j'utiliserai tout à l'heure, un commentaire d'un constitutionnaliste brillant. Il y a un devoir de reconnaissance qu'il appelle dans son texte compensation et réparation. Donc, on reconnaît les Indiens et on reconnaît qu'on leur doit quelque chose. Bon. Ce que je voudrais montrer, c'est que cette tutelle qui s'exerce de façon bienveillante, tout au moins dans la Constitution, puisque l'État reste le garant de la possession elle-même immémoriale, tant qu'il y a des Indiens sur ces terres, ils ont droit à un droit d'usage de ces terres. Il faut rappeler rapidement qu'historiquement, ça n'a pas été le cas. Il n'y a que 2 ou 3 occasions dans l'histoire dans lesquelles les Indiens ont été reconnus, les groupes indiens ont été reconnus comme nation. L'une des occasions est signalée par Maria Manuela Carneiro da Cunha à propos d'une controverse juridique, et l'autre qu'elle a oubliée, il y en a peut-être 2 ou 3 autres, c'est un décret d'extermination de la nation Mora,
qui a été émis dans les années 1760, Devasa, et je ne connais pas de meilleure traduction qu'extermination. Bon. Donc en général, le statut des Indiens, bien qu'il soit reconnu du point de vue juridico-théologique comme celui d'homme libre, a été un statut de mineur. Mineur puisque c'est la couronne qui garantit leur existence et qui est leur tuteur. À un certain moment de l'histoire, on a confié les Indiens qui n'avaient plus de parents, les Indiens qui n'avaient plus, de patrons, on les a confiés à un juge des orphelins. C'est après la réforme pombalienne, dans la deuxième moitié du XVIIIe. On a donc, si vous voulez, par ailleurs, la théorie qui est d'origine jésuite, qui énonce le libre arbitre de la personne indienne, donc l'existence d'une âme, les définit comme capables de rationalité, mais seulement virtuellement. C'est-à-dire que ce qui manque aux Indiens pour être des êtres humains à part entière, c'est des conditions sociales qui permettent la civilisation. D'où le slogan célèbre des jésuites, que je rappelle, « Pour christianiser, il faut d'abord civiliser ». Or, cette doctrine, si vous voulez, de l'immaturité indienne, au fond, a continué jusqu'à 1988, et d'une certaine manière, ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que cette tutelle continue, mais sous d'autres formes. À différentes époques que l'on peut rappeler, il y a celle du grand intellectuel révolutionnaire José Bonifacio au moment de l'indépendance, il y a, après les jésuites bien sûr, 1822, il y a la création en 1910 du service de protection des Indiens. J'ajoute que le titre n'est pas complet, qu'en 1910, il a été intitulé « Service de protection des Indiens et de localisation des travailleurs nationaux ». C'est une expression qui est aussi claire que l'identité nationale et l'immigration. C'est-à-dire que la première fonction est orientée vers la seconde. Hein. Le destin des Indiens dans le décret créant en 1910, sous l'influence comtiste, créant le service de protection des Indiens, les destine à être, après un temps qui n'est pas déterminé d'ailleurs par la loi, les destine à être des travailleurs nationaux, travailleurs ruraux. À l'époque, si vous voulez, alors il y a eu toute une série, je n'entrerai pas dans les détails, il y a eu toute une série de poussée de marche vers l'Ouest, bien avant le plan d'intégration nationale de 1970 sous le régime militaire. Première grande tentative, c'est celle de Vargas qu'il appelait la marche vers l'Ouest, marche à l'Ouest. Et ce qui fait que les territoires indigènes au Brésil, et en particulier en Amazonie, sont aujourd'hui résiduels et interstitiels. Interstitiel quand le front a avancé suffisamment, il reste quelques poches indiennes. Résiduel parce que ce qui est devant le front de colonisation, la frontière, comme disaient les Américains, reste inconnu. Alors, je voudrais dissiper un mythe médiatique qui est particulièrement agaçant, qu'on vient de retrouver d'ailleurs dans les images des bandes dessinées. Les Indiens, soi-disant, qui n'ont jamais vu d'hommes blancs, en général en ont vu, mais ils les ont vus à la pointe du fusil et ils les ont fuis. Ce sont des Indiens qui, en général, ont choisi de ne pas entrer en contact, étant donné ce qu'ils connaissent du contact. Sur un des groupes découverts en Randonnie il y a quelques années, et très médiatisé aussi à la télévision, il y avait, je crois, 4 ou 5 hommes, dont 4 d'entre eux portaient des traces de balles, des cicatrices de traces de balles. Bon, donc je crois qu'il faut liquider une fois pour toutes ce mythe des Indiens qui n'ont jamais vu de blanc. Il y en a probablement plus. Ensuite, ça porte sur 50 ou 60 groupes minuscules en général. Il y en a peut-être une demi-douzaine qui sont importants. Ce sont des Indiens qui simplement ont choisi, autant que faire se peut, d'échapper à la colonisation plutôt que de mener la vie qu'ils ont toujours menée. Alors, tous les codes civils, dont le dernier qui a été en vigueur jusqu'en 2002-2003, le Code civil républicain, celui de 1916, je crois, définissent l'Indien comme
un incapable relatif, c'est l'expression brésilienne, c'est-à-dire un statut personnel qui est celui soit d'un homme ou d'une personne de 16-21 ans, soit celui, remettez-vous en 1916, d'une femme mariée, soit celui d'un débile léger, c'est-à-dire tous ceux qui sont des citoyens qu'on pourrait appeler incomplets, mais qui, dans le cas des 16-21 ans, ont évidemment vocation à le devenir. Bon. Dans le cas des femmes mariées, seul le veuvage permet d'avoir les droits civils complets. Permettait, pardon. Cette disposition n'a été abolie qu'en 2002-2003, c'est-à-dire, si vous voulez, qu'on peut considérer qu'il y a un couplage traditionnel, d'ailleurs défendu par la majorité des anthropologues brésiliens, entre la non-propriété des terres collectivement ou individuellement, peu importe, par les Indiens, et le fait qu'ils étaient des mineurs, du mineur relatif. Bien entendu, ce découplage de 2003 pourrait changer beaucoup, c'est-à-dire qu'à partir de 2002-2003, un Indien n'a plus théoriquement besoin de l'avis de son tuteur, c'est-à-dire l'État fédéral, pour obtenir un passeport. En fait, la jurisprudence l'avait établi dès avant 2002. Bon. Il n'empêche, si vous voulez, que la doctrine constante qui accompagne cette tutelle, c'est celle dont vient de parler Luis Felipe, mon voisin historien, c'est celle de l'assimilation. Alors, voyons maintenant si la Constitution de 1988 rompt véritablement avec cette doctrine assimilationniste. Un point essentiel, et je me fonde là-dessus sur l'un des plus subtils et rigoureux constitutionnalistes brésiliens, le ministre Carlos Aires Brito, qui fut en 2008 le rapporteur de la dernière grande délimitation qui posait des problèmes juridiques très complexes, celle du territoire de la terre indienne, Raposa Serra do Sol, dans l'État de Roraima, où 6 grandes entreprises de riziculteurs venant du sud occupaient des terres peuplées par entre 15 et 17 000 Indiens. Bon. Carlos Aires Brito, dans un rapport extrêmement long qui a été lu et écouté très attentivement par le Supremo Tribunal Fédéral, donc la Cour suprême brésilienne, reprend point par point le statut des Indiens. Et il le reprend d'une manière qui est extrêmement instructive pour nous. D'abord sur la question signification du mot indios. Bon. Il dit qu'il n'y a pas de définition juridique de l'Indien. On peut se reporter, dit-il, à la langue courante, lingua colloquial. Bon. Et il cite les 2 meilleurs dictionnaires, d'après mes amis brésiliens, courants, disant que ce sont des aborigènes, des autochtones, les premiers habitants de l'Amérique, etc. Bon. Ensuite, il prend parti très vigoureusement contre l'idée de nations indigènes. Il dit cette idée a été évoquée, c'est vrai, pendant les travaux de la Constituante, mais il n'y a pas de nation indigène. Il y a des citoyens brésiliens. Le Brésil est fait de différentes couches de population, dit-il. Les Indiens sont certes les premiers, mais on ne peut pas parler, il parle de communauté, parfois il parle de groupe, parfois il parle de tribu, et aussi il emploie le terme d'ethnie. Tous ces termes, il les utilise dans son commentaire, et il dit, en fait, on ne peut pas dire que les Indiens ont effectivement droit à des terres, c'est un devoir, je l'ai dit, de reconnaissance, de réparation, mais il n'est pas question qu'ils aient des territoires. Et il procède, en juriste extrêmement rigoureux, à une définition d'un territoire. Le territoire, dit-il, est la base d'une entité juridique, d'une personnalité juridique, et il n'en existe que 4, et il n'en existera jamais que 4 selon la Constitution. C'est d'une part l'État fédéral, d'autre part, les États, São Paulo, Rio, Minas Gerais. Troisièmement, les communes, municipios, et à titre résiduel, bien que ça existe, le district fédéral. Donc, 4 entités juridiques liées de façon consubstantielle à un territoire constituent la somme des collectifs juridiquement reconnus au Brésil. Autrement dit, la Constitution ne reconnaît pas de territoire indien. Et il insiste à plusieurs reprises dans son commentaire, personne n'est allé contre, et il rappelle même
que 2 des accords internationaux souscrits par le Brésil, la Convention 169 de l'OIT et la déclaration, qui n'est qu'une déclaration qui a une valeur symbolique et non juridique, ce n'est pas un instrument juridique, de 2007 de l'ONU sur les peuples autochtones, que ces 2 textes sont en contradiction avec la Constitution brésilienne de 88, dans la mesure où il parle d'une autonomie des peuples autochtones. Il dit qu'il n'y a pas d'autonomie des peuples autochtones, ils constituent une seule nation, qui est la nation brésilienne. Bon. Autrement dit, si vous voulez, il faut se souvenir, parce que c'est essentiel pour l'avenir des Indiens, que même s'il existe un devoir de réparation pour ces premiers habitants, même s'ils sont juridiquement reconnus comme communautés ayant droit à des terres, ils ne constituent pas des entités collectives juridiquement parlant, constitutionnellement parlant. Ils sont donc, si vous voulez, des gens qui existent comme citoyens, protégés dans, et je vais lire un article, je crois que c'est une partie de l'article 231, j'en lis la traduction. Les biens de nature matérielle et immatérielle qui, individuellement ou ensemble, sont porteurs de référence à l'identité, à l'action ou à la mémoire des différents groupes formant la société brésilienne, constituent le patrimoine culturel brésilien. Alors, ça veut dire concrètement que non seulement les productions indiennes font partie du patrimoine, mais aussi les rituels, les cérémoniels, l'art indigène, fait partie d'un patrimoine que l'État doit défendre. Et on en vient, si vous voulez, à caractériser ce patrimoine. Je voudrais rappeler que dans l'année du Brésil en France, je crois que c'était 2005, il y avait une série de conférences, bien sûr, et il y avait aussi une fort belle exposition au Grand Palais. Bon. Si vous vous souvenez de cette exposition, il y avait les cultures préhistoriques comme Marajó, Santarém, etc., avec des pièces splendides qui sortaient pour la première fois du Brésil, etc. Et sans aucune solution de continuité, on passait aux cultures indiennes actuelles, ou plus exactement à des cultures indiennes actuelles muséifiées et fossilisées avec des plumes, des musiques, etc. Pas une seule photographie d'Indien en short et en t-shirt avec, en général, le logo ou le nom simplement d'un club de football, ce qui est le costume habituel de l'énorme majorité des Indiens du Brésil, le costume habituel quotidien. Il y a encore, bien sûr, des rituels et des cérémonies. Autrement dit, si vous voulez, et je reprends là une expression de mon collègue espagnol qui travaille au Brésil, Oscar Sáez Calavia, cette exposition présentait les Indiens comme des espèces d'ancêtres vivants, mais ne représentait pas réellement le quotidien de ce que sont les Indiens du Brésil aujourd'hui. On a une patrimonialisation et une muséification des Indiens, et ceci est ce qu'il y a de plus officiel, puisque c'était, je crois, l'exposition majeure, il y en a eu d'autres, que le Brésil a promue à Paris en 2005. Alors, est-ce que l'autochtonie qui est défendue par la Constitution correspond à une réalité ? J'ai dit que j'y revenais, j'y reviens. Dans la plupart des cas, non. Elle ne correspond pas à une réalité. Pourquoi ? Simplement parce que les groupes ont été bousculés par l'avance de la colonisation, les groupes indiens, et qu'il y a très très peu de réserves indiennes, par exemple, sur le littoral brésilien. On va venir aux renaissances dans un instant. Ensuite, les logiques de l'alliance, des guerres proprement indigènes, les coalitions et les sociétés multiethniques font, si vous voulez, que les zones occupées par les Indiens ne correspondent absolument pas à ce qu'elles ont pu être, disons, lors de la découverte. Alors, bien entendu, il reste quelques groupes majeurs qui ont été découverts, enfin fréquentés au XVIIIe, comme les Yanomami, par exemple, qui ont obtenu la création d'une réserve en 1991, qui ont probablement occupé pendant longtemps, au moins depuis le XVIIIe, ce territoire. Ils ont même eu une expansion aux dépens, semble-t-il, d'autres groupes indigènes qui ont disparu et qui ont, eux, été laminés par la colonisation. Donc, ce qu'il faut remarquer, si vous voulez, c'est que l'autochtonie indienne n'est pas
véritablement ce qui est en cause. Sinon, tout le territoire du Brésil pourrait être déclaré indien, ce qui d'ailleurs a été l'occasion de quelques déclarations fantaisistes qu'il ne faut pas prendre au sérieux. Par exemple, d'un groupe indien du Rio Negro disant « mais nous étions déjà dans la baie de Rio, dans la baie de Guanabara ». Bon. Les Indiens du Rio Negro n'étaient probablement pas dans la baie de Guanabara, mais ça n'a aucune importance. Ce sont des déclarations rhétoriques, si vous voulez. Déclarations rhétoriques dont il faut peut-être remarquer qu'elles sont l'envers d'une autre rhétorique qui nie aux Indiens tout droit. Mais j'y viens. Donc, ce patrimoine, à la fois mort et vivant, est d'une certaine manière l'une des positions dans lesquelles se trouvent les Indiens aujourd'hui. Autrement dit, les musées et les réserves constituent les deux outils ou les deux mamelles de cette patrimonialisation. J'ajoute que pour faire reconnaître des droits indigènes, il faut bien sûr se conformer à la définition assez large que donne la Constitution, c'est-à-dire une organisation sociale, des rites, des pratiques, et que beaucoup de ces peuples dont la culture a changé éprouvent le besoin d'affirmer, pour justifier une prétention, une revendication ethnique, d'affirmer la possession d'une culture. Culture qu'ils définissent, qu'ils réifient en fait de façon presque essentialiste et parfois tout à fait essentialiste, ce qui est conjoindre, si vous voulez, le musée et la réserve. Se multiplient au Brésil actuellement des maisons de la culture sur chacune des réserves qui décrivent le passé, réel ou imaginaire, du groupe. Pourquoi est-ce que je dis imaginaire? C'est que le passé imaginaire, pensez à Ranger Housebone, la tradition peut être une recréation ou peut-être une création tout court, est nécessaire à l'affirmation de l'indianité, à l'affirmation politique de l'indianité. Donc, l'autochtonie, si vous voulez, telle qu'elle est définie dans la Constitution, et telle qu'elle est surtout pratiquée dans la jurisprudence, ayant parlé à un avocat à propos d'une revendication indienne d'un groupe que je connais bien sur leur ancien territoire, j'étais très gêné parce que j'avais écrit quelque part que ce groupe venait du nord de l'Amazonie et était arrivé dans la région du Haut-Xingu aux alentours, disons dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ce qui est quand même tout récent. Bon. Et comme ils revendiquaient de leurs anciens territoires sur le très haut Xingu, j'ai dit, si je signe en tant qu'expert, ce que je n'ai pas fait, mais je n'ai pas eu l'occasion, je l'aurais fait très volontiers, sur la possession de cet ancien territoire par ce groupe, je me mets en contradiction avec ce que j'ai écrit sur leur itinéraire plus ancien. Il faudrait que je voie un avocat. J'ai été voir un avocat spécialisé dans ces questions qui m'a dit, mais 3 générations suffisent à établir la possession immémoriale. Immémorial, c'est donc 3 générations. Et c'est même plus court que ce qu'est la mémoire généalogique indienne, qui est de 4 ou 5 générations. Bon. Donc, l'autochtonie, si vous voulez, c'est une reconnaissance pré-posthume, si on peut dire, aux premiers habitants. C'est un témoignage élégant et ému, un passé anobli et enjolivé, si vous voulez, un hommage du vice à la vertu. Ou une manière élégante aussi d'occulter le génocide rampant de 4 ou 5 siècles. Voilà. Alors, la réalité nouvelle au Brésil, il y a eu en 2006, je crois, lorsqu'on a publié les résultats du recensement décennal, les recensements sont toutes les années 2000, 2010, etc., où était au Brésil, il y a eu une contradiction très intéressante entre le recensement de l'IBGE et le recensement de la FUNAI, l'administration chargée des Indiens. Les uns, la FUNAI disait 420 430 000 Indiens, et les autres disaient 720 000, l'IBGE. Pourquoi 300 000 et quelques, à peu près, Indiens de différence? Eh bien, 3 raisons à ça. La première, c'est que la FUNAI ne considère que les Indiens aldeados. Aldeados, ça veut dire vivant de façon plus ou moins traditionnelle, la tradition impliquant aujourd'hui à peu près tous les outils modernes, la radio, la télévision, les armes à feu, les moteurs hors bord, les bateaux d'allumage hors bord. Les portables, bien sûr, et les comptes en banque aussi. Bon. Mais
tout l'appareil administratif de la FONAI, si vous voulez, est organisé sur la forêt et un peu la savane, mais surtout, parce que les Indiens vivent surtout en forêt ou dans des zones mixtes, savane-forêt. Donc, voilà la première raison. C'est que les Indiens qui sont en ville, très difficile à compter, mais le recensement, si j'ai bonne mémoire, au Brésil était toujours autodéclaratif. Donc, si vous déclarez indien, très bien. On note, le recenseur note indien. À Manaus, par exemple, où je suis allé récemment, personne n'a été fichu de me dire combien d'Indiens vivaient à Manaus. Bon. En ce qui concerne les Satere Maoe, les Indiens qui sont les inventeurs du Guarana, comme vous savez sans doute, depuis plusieurs décennies, ils sont très nombreux à Manaus, mais on m'a dit 8 000, 10 000, 20 000. En fait, nul n'en sait rien. Bon. Voilà la première cause, je crois, de divergence entre ces deux réalités statistiques. La seconde est tout aussi intéressante. Si vous lisez attentivement le texte, l'article de Constitution sur la possession mémoriale, vous apercevez que, au fond, les éléments de culture ne sont pas normatifs. Autrement dit, il suffit d'établir un fil généalogique, même un fil un petit peu lâche, entre une réalité indienne qu'on peut établir par l'histoire, par l'ethno-histoire, par des documents juridiques, et la réalité d'un groupe d'aujourd'hui. Il n'y a besoin ni des éléments de culture que les ethnologues pourraient, je pense, définir s'ils pratiquaient cette forme de définition de la culture, qui est un peu ancienne déjà dans notre discipline, ni la langue, ni même l'existence de rituels. Certains des groupes du nord-est du Brésil, principalement littoraux, quelques-uns à l'intérieur, n'ont plus comme élément de culture indienne qu'un rituel annuel et d'ailleurs un hallucinogène intéressant et moins connu que l'ayahuasca, qui s'appelle le Juruema, qui sert dans certains de ces rituels. Quand je suis arrivé pour mon premier terrain au Brésil à la toute fin des années 60, il y avait 2 groupes indiens dans le nord-est, il y en a aujourd'hui 57. C'est-à-dire que vous pouvez aller avec... et c'est une partie importante de lutte de communautés rurales que je n'essaie pas de sous-estimer et encore moins de dédaigner. Hein. Mais vous pouvez aller avec un dossier montrant que vous êtes les héritiers légitimes d'un groupe indigène et réclamer des terres. Or, la question des terres continue à être, pour beaucoup de communautés rurales brésiliennes, une question fondamentale. Donc, voici ce qui explique l'augmentation. Alors, ces Indiens ont été appelés soit remanescentes, rémanescents, soit renascentes, renaissants, soit, peu importe, emergentes. Hein. Émergents, voilà. C'est donc, si vous voulez, l'indéfinition relative, ou si vous voulez, la catégorie très large, catégorisation assez large, et la non-définition juridique des Indiens, qui, d'une certaine manière, a permis cette extension de l'indianité au Brésil. Enfin, la troisième raison de cette divergence, c'est évidemment, il faut la rappeler, l'amélioration sanitaire de la plupart des groupes indigènes au Brésil et une croissance démographique tout à fait remarquable, supérieure, je crois, pour autant que les chiffres soient fiables, supérieure au taux moyen brésilien de croissance démographique. Voici donc, si vous voulez, les trois raisons, raisons qui rendent compte de cette divergence. Alors, je vous lis un autre commentaire, parce qu'il est essentiel, de la Constitution, qui est le suivant. En matière de tutelle est explicite à tout moment dans ce commentaire de la Constitution. En matière de tutelle des droits et des intérêts indigènes, les normes constitutionnelles peuvent être catégorisées comme de nature très spéciale, chargées qu'elles sont d'une finalité, d'une conscience historique finalement très claire de la compensation et d'une perception cosmique de ce que nous
que nous allons rencontrer chez les Indiens brésiliens les premiers axes d'une identité nationale qu'il importe avant tout, mais que tout, de préserver. Donc, si vous voulez, les Indiens fonctionnent aujourd'hui au Brésil non seulement comme un patrimoine, mais comme un patrimoine essentiel à la définition d'une identité nationale, si j'ose dire, fusionnelle ou syncrétique, ou, comme le disait de façon beaucoup plus élégante José Bonifacio en 1820, un amalgame de peuples différents. Théorie que vous retrouvez dans la sociologie de Gilberto Freire dans les années 1930 sur les 3 éléments qui constituent le Brésil. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle, et je vais terminer sur des interrogations, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle naturalisation du Brésil? Pourquoi? Bien, comme vous le savez, la question de la forêt est une question qui se pose de manière aiguë. On considère, et ceci est mesuré de manière extrêmement précise aujourd'hui par cette élite qui passe plus d'une fois par semaine au-dessus de la forêt et donc qui mesure très très précisément ce qui est défriché et pas défriché. On considère qu'environ 15% de la forêt amazonienne brésilienne, peut-être un peu plus, a été défrichée sur 15 ans. Bon. Et donc le patrimoine naturel, avec sa biodiversité que constitue la forêt amazonienne, est menacé par un type de développement qui n'est pas encore le développement durable. Alors, est-ce que les Indiens font partie de ce patrimoine? Certainement. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que ce que la Constitution reconnaît comme droit à la possession d'un territoire a donné lieu à des démarcations très rigoureusement faites avec des expertises anthropologiques, topographiques, de géomètres, etc., et juridiques, a donné lieu à la reconnaissance de 13% du territoire national, un petit peu plus de 13% actuellement. Or, le territoire national, c'est 8,5 millions de kilomètres carrés. Vous voyez donc que les terres indiennes, qui ne sont pas des territoires au sens juridique, les terres indiennes constituent aujourd'hui plus d'1 million de kilomètres carrés, c'est-à-dire à peu près 2 fois la France. Elles sont proches de 2 fois la France. Vous imaginez les convoitises que provoque cette immobilisation des terres. Il y a actuellement des campagnes de presse pour 700 000 personnes. Pour 720 000 personnes. Bon. Il faut dire à la décharge des Indiens que très peu de ces 13% qui sont essentiellement de la forêt, il y a quelques réserves qui ne sont pas de la forêt, mais essentiellement ces terres sont des terres de forêt. Très peu de ces terres ont été défrichées. Il y a eu 2 ou 3 scandales concernant des Indiens dans une région que je connais en plus, mais ça ne porte pas sur 1/1000 de la forêt que les Indiens contrôlent encore. Donc on peut considérer que c'est négligeable. L'un des petits chefs indiens que j'ai connu adolescent, a été en prison pendant 1 an pour avoir vendu du bois de sa forêt. Alors pourquoi est-ce que... Là aussi c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'il a été en prison pour avoir vendu du bois si les Indiens disposent des ressources de leurs réserves? Ils disposent des ressources de leurs réserves sous la tutelle de l'État, qui dispose d'un bras qui s'appelle l'IBDF, l'Institut brésilien du développement forestier, qui a changé de nom, il a un nouveau nom que j'ai oublié, peu importe, et il avait donc violé l'un des règlements, qui sont multiples, de l'IBDF. Bon, il y a donc tout un carcan de règlements, si vous voulez, qui tente de limiter la déforestation. Mais d'une certaine manière, on pourrait dire, pour employer un slogan, si vous voulez, que dans les luttes indiennes pour leur reconnaissance avant la Constitution, à partir des ONG nationales et internationales, en fait, qui fonctionnaient en réseau, la situation était difficile, les Indiens étaient menacés, et donc les organisations ont un peu caché les Indiens derrière les arbres. L'une des raisons qui a permis d'arracher 90 000 km² des poussières comme réserve Yanomami à la frontière vénézuélo-colombienne et Colombie a été la préservation de cette forêt qui avait été pénétrée à plusieurs reprises par des entreprises extrêmement dévastatrices comme l'orpaillage au mercure en particulier. Bon. Il s'agissait donc, et les militaires qui contrôlent constitutionnellement la zone frontière ont finalement, et avec beaucoup de réticence, donné leur accord en disant au moins ça sauvera une partie de la forêt. Ceci, les ONG le savaient, et donc délibérément on cachait, si j'ose dire, les Indiens derrière la forêt. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. C'est d'une certaine manière les arbres que l'on cache derrière les Indiens.
Les Indiens ayant ce territoire, si vous voulez, on considère qu'ils vont être les gardiens naturels de la forêt. Bon. Parce que l'idée que toutes ces bonnes terres puissent être immobilisées est évidemment un scandale. Alors, deux mots seulement sur la biodiversité. C'est largement une notion mythique. La biodiversité est effectivement très grande dans la forêt amazonienne et dans quelques autres forêts équato-tropicales humides. Bon. Mais elle est souvent réduite dans les interventions médiatiques à la biopiraterie. Or, la biopiraterie a toujours existé, existera toujours, et est absolument inévitable. Un mythe national au Brésil veut que l'industrie du caoutchouc, de la collecte du caoutchouc, a été ruinée par un botaniste anglais astucieux qui avait planqué quelques milliers de graines du EVA brasiliensis, je crois, les avait emmenées clandestinement à Londres, où elles ont poussé une petite partie au Kew Gardens, au Jardin botanique de Londres, et ensuite elles ont été transplantées en Malaisie, et la Malaisie aurait ruiné le Brésil en ce qui concerne l'exportation de caoutchouc. C'est absolument mythologique et faux. Hein. Si vous regardez un petit peu, je ne suis pas botaniste, mais si vous regardez l'état des plantes dans le monde, vous verrez que le manioc, qui vient effectivement du Brésil, est cultivé en Thaïlande, il est cultivé dans toute l'Afrique. Or, il ne fait aucun doute que Manihot utilissima, etc., Krantz, est une plante originaire et qui a été domestiquée par les Indiens des Basses-Terres. Très probablement. Elle n'existait pas. Bon, la banane, qui est un grand mystère, Musa paradisiaca, on ne sait pas exactement qui est d'origine asiatique, mais il y en a plein au Brésil. Bon. Donc, biopiraterie, ça a été simplement le café, inventé par des bergers yéménites, il y a une très belle légende d'origine, est aujourd'hui... la biodiversité, si vous voulez, peut être un combat légitime lorsque les Indiens sont victimes de quelque chose qui heurte de front leur culture, c'est-à-dire leurs pratiques, y compris les pratiques funéraires. L'exemple, si vous voulez, là, il s'agit de biodiversité génétique. Des échantillons de sang des Yanomami ont été collectés, sont dans les caves réfrigérées de l'Université de Pennsylvanie. Bien. Et pour $75, grâce au PCR, la technique de reduplication de l'ADN, vous pouvez avoir un petit bout d'ADN Yanomami par la poste. Bon. Pour l'étranger, c'est peut-être plus cher. Alors, les Yanomami sont allés en justice à New York parce que le mode d'incinération, le mode de disposition des morts chez les Yanomami est l'incinération. Et donc, toute partie vivante des Yanomami est une source de grand danger. Et donc, ils demandent simplement la restitution de ces échantillons de sang pour pouvoir la détruire, pour pouvoir les détruire. Voilà. Donc, et pour conclure, si vous voulez, je dirais que ce qui est en cause ici, c'est deux grandes questions. La première, c'est est-ce que le patrimoine naturel, y compris la biodiversité qui est réelle, va pouvoir être maintenu et préservé, comme le dit la Constitution, devant les formes de développement actuelles. Nous avons eu récemment à Paris la visite de 3 leaders politiques indiens, 2 du Brésil, l'un du Pérou, qui sont légitimement inquiets devant les projets pharaoniques de réseaux de barrages hydroélectriques, premièrement sur le Madeira, qui implique aussi le Pérou et la Bolivie, puisque le Madeira a des formateurs qui viennent du Pérou et de la Bolivie, et deux des barrages sont commencés par GDF Suez, entre autres, et un réseau sur le Xingu de barrages dont le principal sera Belo Monte, mais il en faudra d'autres en amont, etc. Parce que, bien entendu, ces barrages affectent de façon directe, et alors tout à fait concrète, la biodiversité régionale, les modes de vie, etc. etc. Enfin, et dernière interrogation, si les Indiens font partie de ce patrimoine, il y a une sorte de... Ils font aussi partie de l'ensemble des citoyens brésiliens, c'est la Constitution qui le dit, mais le double bind, si vous voulez, c'est que si ils se conduisent comme des citoyens brésiliens, ils perdent leurs droits
constitutionnels à un territoire, et s'ils défendent leurs droits constitutionnels à un territoire, ils perdent la possibilité d'aller en ville, d'avoir des activités économiques normales. Et on peut se demander, il y a un cas d'ailleurs qui semble se diriger, vous vous souvenez de l'affaire des Cherokees. Les Cherokees ont été les mieux acculturés dans les années 1810, 1820, 1830, d'à peu près tous les Indiens, en tout cas de la partie est des États-Unis, ils habitaient la Géorgie. Les Cherokees sont devenus des agriculteurs prodigieux. Ils ont inventé un alphabet pour écrire leur langue d'eux-mêmes, et ils sont devenus des concurrents tellement efficaces de leurs voisins paysans que ceux-ci sont allés voir le président Jackson, je crois, enfin peu importe, le président, et ont exigé, mais vraiment exigé, qu'ils soient déportés vers des nouveaux territoires, c'est-à-dire vers le désert, les grandes plaines de l'Oklahoma. Bon. C'est un peu ce qui se passerait, me semble-t-il, si les Indiens des réserves, des terres indiennes, devenaient, c'est peut-être le cas des Chavantes actuellement, devenaient de plus en plus successful, c'est-à-dire devenaient économiquement des compétiteurs. À ce moment-là, le cri des grands agriculteurs brésiliens serait de supprimer leurs privilèges territoriaux. Donc l'interrogation ici, si vous voulez, c'est cette espèce de contradiction entre le statut privilégié, mais toujours sous tutelle, et le statut de citoyen plein et entier, dont si celui des Indiens, par exemple, des villes, qui leur font perdre tous les droits reconnus dans la Constitution, c'est-à-dire les droits à la santé, l'éducation, qui sont liés à la reconnaissance. Je termine sur cette interrogation entre citoyenneté et droits privilégiés sous la tutelle de l'État. Merci. Merci beaucoup, messieurs, dames, pour vos interventions extrêmement riches, complémentaires. Donc, ce matin, le colloque a débuté avec l'interprétation des premiers textes de la rencontre entre colons et Indiens du Brésil. Progressivement, tout au long de la journée, nous avons avancé tous ensemble dans le temps et dans les perspectives, jusqu'à arriver aujourd'hui, ce soir, sur les problématiques contemporaines qui touchent le Brésil, et donc dans sa constitution, dans ses représentations, dans la vie des Indiens. Donc il nous reste quelques minutes, nous devons impérativement terminer à 18h pour pouvoir rejoindre ensuite donc la Maison de l'Amérique. Donc je vous indiquerai le chemin juste à la fin des questions. Donc il nous reste une quinzaine de minutes pour quelques questions et des débats des intervenants. Donc avant de laisser la parole au public, je voulais juste en poser une petite, bien que j'en ai prévu de très nombreuses, mais malheureusement je les poserai en aparté. Donc je m'interrogeais sur les politiques brésiliennes. Donc on entend souvent des exemples, et j'en ai entendu encore un la semaine dernière lors d'un colloque, d'utilisation, on peut dire un peu d'instrumentalisation de la culture amérindienne. Donc c'était une archéologue la semaine dernière, Mariana Cabral, de l'État d'Amapá, qui donc exprimait les problématiques du fait que l'État se saisisse de symboles amérindiens pour solidifier, enfin cimenter un petit peu l'identité brésilienne ou l'identité d'un État. Et je voulais savoir, dans l'autre sens, est-ce que les Amérindiens du Brésil, est-ce qu'ils s'identifient quelque part comme justement faisant partie d'une culture brésilienne, ou est-ce que la culture brésilienne, l'ensemble brésilien est complètement inexistant dans la représentation des Amérindiens? Donc je ne sais pas si l'un d'entre vous a des... Je peux répondre sur l'archéologie, si vous voulez. Je crois que la plupart des Indiens, en tout cas ceux que je connais, sont absolument ravis que leurs symboles, leurs emblèmes, leurs icônes servent, leurs noms même, servent de référents nationaux. Je donne un seul exemple. L'une des telenovelas, il y a longtemps déjà, il y a une vingtaine d'années, l'une des telenovelas les plus célèbres s'appelait Aritana. C'est le nom d'un leader indien du Haut-Xingu qui non seulement était ravi puisqu'une partie de la telenovela a été filmée dans son village, mais qui a exigé d'importantes royalties pour l'utilisation de son nom. Donc, je pense, si vous voulez, que... mais le juriste que j'ai cité le dit, c'est vraiment un des éléments qui permet un ancrage
disons, pré-colonial, pré-républicain, pré-impérial de la nation brésilienne, et qui affirme la singularité brésilienne. Mais je pourrais dire la même chose du Mexique, de la Colombie, du Pérou, de la Bolivie, pas de l'Argentine, encore que c'est en train de changer, du Paraguay. La plupart des États de l'Amérique latine ancrent actuellement leur passé dans l'indianité. Dans le musée de l'Or à Bogota, les cartels, qui ont été écrits par un très grand anthropologue aujourd'hui mort, Rachel Dolmatov, sont des morceaux de la mythologie des Kogi, qui sont des Indiens qui vivent actuellement dans la Sierra Nevada de Santa Marta. Voilà. Et juste pour compléter, moi je pense que c'est dont tu as parlé, je tutoie Patrick parce qu'il était mon prof dans une autre vie, il y a longtemps. Et donc, on se connaît depuis un moment, et à Nanterre. Et donc, les recensements au Brésil sont devenus par auto-identification, par auto-référence à partir de 1980. Avant, c'était les fonctionnaires du service des statistiques qui identifiaient. Et les changements de 2000, que la population indienne a fait presque doubler, est surtout lié, on pense, enfin c'est difficile à mesurer, mais aux célébrations des 500 ans de la découverte du Brésil au mois d'avril, qui ont mis en premier plan les Premières Nations indiennes et ont donné cette fierté à cette population d'origine indienne qui, en septembre, quand le recensement démarre, le recensement est fait toujours au mois de septembre, s'identifiait comme indien et donc sans habiter, étant professeur universitaire. On a un collègue anthropologue qui l'a fait. Et ça, c'est très important. Et pour les démarcations des terres, il y a des problèmes. Il a parlé, n'est-ce pas, ce sont 700 000 personnes qui ont, 700 000 Brésiliens qui ont un territoire qui fait 2 fois la France. Il y a d'autres Brésiliens pauvres de l'autre côté, pas que les grands fermiers. Hein. Bien sûr. C'est pas que les planteurs riches, mais d'autres qui aimeraient avoir un morceau. Peut-être même instrumentalisé par les riches, ça c'est une autre affaire. Mais enfin, il y a des revendications, comme tu as reconnu, qui jouent aussi sur les descendants des marrons, où on fabrique aussi cette référence des possessions immémoriales des terres, des quilombos et tout cela. Et le même processus, il y a une espèce d'indianisation du mouvement noir qui a joué. Et les problèmes sont de nature complexe. Cette réserve dont il a parlé, les votes du ministre de la Cour suprême, qui a donné ces terres à 17 000 Indiens, ces terres représentent une dimension, une surface fait la moitié de la Belgique. Elle s'y trouve à la frontière du Venezuela, qui est une frontière sensible parce que il y a de la guérilla de la Colombie qui allait vers le Venezuela, il y a les narcotrafiquants, c'est pas n'importe où, je vais dire. C'est une des frontières les plus poreuses des Amériques, les plus compliquées, plus tendues. Et donc, il faut voir qu'on est aussi dans un État démocratique, et les pressions jouent, mais enfin, il y a une Cour suprême qui a pu prendre cette décision. Et c'est une décision qui est très courageuse. Il y avait les riziculteurs qui étaient des grands planteurs, mais il y avait aussi des petits propriétaires, des petits paysans qui ont été sommés de déguerpir en 10 jours. On a démantelé, on a détruit les bâtiments qui étaient sur cette terre et qui n'appartenaient pas aux Indiens. Et on a dû partir. La police fédérale est venue, les a fait partir. Il y avait même 800 à 1000 Indiens qui étaient salariés des riziculteurs et qui étaient partisans de la non-démarcation d'une réserve continue. Mais c'était 1000 sur 17 000. Voilà. Merci, messieurs, pour ces débuts de réponse. Malheureusement, le temps presse. Et donc, on m'annonce que nous devons malheureusement laisser la place pour la conclusion. Donc, nous n'aurons pas le temps pour d'autres questions, mais les débats pourront se poursuivre, j'espère, en d'autres lieux. Donc, la conclusion par Jean-Marie Comte, directeur du département littérature et art à la Bibliothèque nationale de France. On peut quand même... Ah, d'accord, on peut quand même prendre quelques questions. Donc.
Merci beaucoup pour toutes ces réflexions. Je voudrais poser une question à Patrick Manget, s'il vous plaît. En fait, vous avez cité différents termes utilisés par le juriste tout à l'heure, notamment ceux de groupe, de communauté, d'ethnie, auxquels j'ajouterais peut-être celui de peuple. Et je ne suis pas du tout une spécialiste au niveau du droit. Et j'aimerais savoir s'ils ont une définition juridique différenciée et qui leur donne peut-être accès à des droits justement particuliers, en fait, propres à ces définitions. Absolument pas. Tous ces termes sont utilisés dans la Constitution. Le juriste les reprend. Il n'y a pas de définition juridique. Il y a une définition juridique de la nation, bien sûr, mais pas peuple, pas communauté, pas groupe, pas ethnie, pas tribu. Il fait ce que font tous les juristes dans ces cas-là. Il vous renvoie au dictionnaire. Si vous êtes dans un tribunal et qu'il y a une question sur un terme qui est celui de la langue courante, qui n'est pas un terme du jargon juridique, on vous dit prenez le dictionnaire. Voilà. Bien entendu, les anthropologues ont des définitions grosso modo de l'ethnie et parfois les juristes s'y réfèrent quand ils en ont besoin. Bon. Mais ces définitions de l'ethnie sont en fait à peu près celles que vous trouvez dans de bons dictionnaires. Dictionnaires assez complets et récents. Merci. Je crois qu'on va prendre encore quelques questions. Apparemment, il nous reste quelques minutes. Question, en fait. Je voudrais juste apporter une toute petite précision à ce qu'a dit Patrick Manget, je pense, et à ce que vous avez dit aussi, monsieur, à propos des 500 ans de la découverte de l'Amérique, où il y a eu un véritable mouvement de réémergence ou d'affirmation de l'identité des Indiens. Mais je pense que les 500 ans, c'était la suite d'un mouvement mondial des peuples indigènes qui est né aux Nations Unies et qui... et c'est un peu essaimé dans toutes les régions du monde, notamment au Brésil. Et on a un ami commun, Patrick Manget et moi, qui a étudié le mouvement associatif indien au Brésil, qui s'est considérablement développé depuis une vingtaine d'années. Et je pense que, aux trois raisons qu'a donné Patrick Manget, peut-être faudrait-il en rajouter une quatrième, qui est que les Indiens ont recommencé à se revendiquer indiens, pas seulement parce qu'il y avait à la clé le bénéfice de la terre, mais aussi parce que, comme vous l'avez dit, monsieur, une nouvelle fierté apparaissait et c'est un mouvement réellement de réémergence identitaire qui naît. Et je ne pense pas qu'il touche donc à peu près la moitié, c'est 350 000 Indiens, la moitié c'est 700 000. Je ne pense pas qu'ils vivent tous en Amazonie, ni je pense qu'ils sont plutôt dans les périphéries des villes, etc. Mais peut-être que c'est utopique de ma part, mais je crois à un véritable mouvement identitaire, c'est-à-dire qu'on se revendique. Mais c'est pareil pour les Noirs. Au moment où vous avez un président de la République au Mozambique et en Angola qui parle portugais, qui a une cravate, parce qu'il faut voir, il y a eu aussi l'émergence des pays lusophones, des nations qui sont importantes. Et il y a le même mouvement avec les gens qui avant, dans le recensement, s'identifiaient comme mulâtres, qui s'identifient maintenant comme noirs, et des mulâtres qui s'identifiaient comme blancs et qui s'identifient comme mulâtres maintenant. Ce qui fait qu'on a cette majorité d'afrodescendants à la clé, au recensement de 2010. Plus de 50% de la population brésilienne s'identifie comme mulâtre ou noir. C'est pareil, c'est une société plus démocratique et plus ouverte. On sort d'une dictature, il y a d'autres expressions de ces mouvements. Si je puis me permettre, c'est peut-être pas simplement le sortir du système politique, parce que dans les Antilles françaises, les mouvements sont un peu similaires et correspondent à des périodes à peu près équivalentes, donc de revalorisation d'un patrimoine et de renaissance quelque part identitaire, qui depuis une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, en tous les cas, sont très très vifs. Donc je ne sais pas si c'est peut-être un mouvement un peu mondial qui a suivi après les décolonisations et qui a permis d'autres perspectives dans la recherche et dans l'analyse. Oui. Il y a un système de quotas pour l'entrée dans les universités qui prévoit aussi un côté pour les Amérindiens et qui est important dans les universités fédérales de l'Amazonie parce qu'il y a des endroits où la moitié de la population est d'origine amérindienne.
Et donc, ça joue aussi. Il y a un débat dans la Cour suprême maintenant sur la constitutionnalité des quotas, parce que les quotas favorisent aussi les Noirs et les Indiens. Et donc, c'est un débat. Je pense que la question indienne est de nouveau insérée dans un débat plus large sur la question des soi-disant minorités qui sont des majorités en réalité. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Oui. J'avais une question, mais je suis un petit peu timoré, un petit peu timide même, parce que moi je pense plutôt encore plus loin dans le futur. Alors ça peut être gênant un peu pour ceux qui sont accrochés au présent et qui ne s'intéressent pas au futur et peut-être pas au passé non plus, parce qu'on s'aperçoit que finalement toutes ces façons d'organiser les sociétés, c'est un peu les relations entre les êtres humains finalement. Hein, et puis c'est aussi une situation de rapport de force, parce que nous-mêmes nous avons construit la France. Louis XIV a passé sa vie à construire les frontières avec des gens qui n'appartenaient pas forcément aux Gaulois, entre guillemets. Il a réussi au coup de canon. Bon, on est plus ou moins fiers de Louis XIV ou on n'est pas, en fonction du clan dans lequel on se trouve. Je m'aperçois que j'ai vécu avec plusieurs ethnies dans le monde. J'ai vécu avec les Kanaks, j'ai vécu avec les Maoris de Polynésie. Ils sont labellés comme français, mais on s'aperçoit que finalement ils sont pas vraiment français, parce qu'ils ont leur propre culture. Bon, vous connaissez ça puisque vous avez vécu vous-même avec les Indiens d'Amazonie. Bon, on s'aperçoit qu'actuellement il y a des indépendances dans l'air dans le monde entier. Pour la Palestine aussi, c'est le cas. Ce sont des territoires qui sont morcelés, ils savent même plus où sont leurs terres. Les Kanaks vont prendre leur indépendance aussi en 2015. Il y a un bipartisme là-bas. Il va y avoir un référendum. Alors les Indiens n'ont pas encore le droit au référendum, ils n'ont pas encore le droit à avoir des leaders politiques au sein du gouvernement. Ils n'ont pas vraiment le choix. Ils sont sous tutelle, comme vous l'avez rappelé. Je pense aussi à la réunion que j'ai suivie il n'y a pas longtemps à l'UNESCO avec les nouvelles façons de voir le développement, qui est plutôt tourné vers l'environnement, où l'on respecte la forêt. C'est ça, il faudra avoir de nouvelles façons de penser qu'on n'a pas actuellement, puisque l'on vit toujours avec une mentalité traditionnelle, où c'est l'esprit d'entreprise qui compte, où on s'imagine qu'on a encore des ressources, et on ne s'imagine pas que demain, on sera dans un monde avec moins de ressources, on aura besoin de plus de forêts. Cette forêt amazonienne, elle n'intéresse pas seulement l'Amazonie ou les Indiens, elle intéresse le monde entier. Je crois que c'est le poumon du monde actuellement. Je ne sais pas si vous partagez mon idée. Switch, qui a tenu une conférence en janvier à l'UNESCO, disait que demain, les entrepreneurs, les gens qui construisent l'urbanisme, doivent créer dans l'environnement. Actuellement, ce que l'on fait quand on crée un village ou quand on crée des bâtiments, on rase les arbres. Et on met du béton, et après on pose des arbres. Alors ce que disait Switch, c'est pas comme ça qu'on doit voir l'urbanisme demain. L'urbanisme doit s'intégrer dans l'environnement tel qu'il existe. Non pas couper les arbres, mais construire des maisons dans l'environnement, respecter l'environnement. Bon, voilà, c'était mon point de vue. C'est un petit peu très loin dans le futur. Bon, voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Une dernière question qui rejoint celle qui n'avait pas trouvé de réponse. Je ne sais pas si elle suscitera des interrogations. C'est toujours sur la question de l'altérité ou du point de vue ou de la perception. Est-ce que les Amérindiens du Brésil interviennent à un niveau de la société? Je veux dire, pour les Amérindiens, justement, par exemple, qui étudient, est-ce qu'il y en a qui deviennent archéologues ou qui deviennent anthropologues? Et est-ce qu'ils interviennent sur la question des représentations, des identités, des développements des territoires, qui pourraient peut-être porter vers un développement endogène? Je crois que c'est le début d'un processus. Il y a un certain nombre d'Indiens qui ont déjà une maîtrise. Il y en a quelques-uns qui sont d'un programme de doctorat, surtout des gens du Rio Negro, je crois, la région du Rio Negro. Mais je voudrais signaler un qui n'a pas fait d'études universitaires, mais a été interviewé de manière tout à fait remarquable pendant 15 ans, qui s'appelle David Kopenawa, et qui exprime un point de vue très intelligent sur le monde, qui est le point de vue d'un chaman, mais un chaman qui a voyagé et qui a réfléchi à ce que représente la forêt pour les Yanomami, c'est son ethnie, et à ce que les Blancs sont en train de faire dans la forêt. C'est un livre qui a été écrit en français, traduit du Yanomami par Bruce Albert. Donc c'est un livre coédité par David Yanomami et Bruce Albert, qui, je crois, est un point de vue non universitaire, mais extrêmement important, structuré et intelligent sur la vision d'un Indien de notre monde, du monde brésilien, mais plus généralement du nôtre. Oui. Il faut toujours ça s'appelle La chute du ciel. Il faut toujours se rappeler à propos des revendications indiennes, il y a 700 000 Indiens au Brésil et 190 millions d'habitants. Oui.
Non, mais je veux dire simplement qu'ils puissent peut-être être intéressés à la question des Indiens. Non, il y a un processus qui commence effectivement de l'éducation supérieure, de l'accès des Indiens. Il y a déjà des quotas qui ont précédé les quotas pour les Noirs, mais c'est un processus qui commence assez lentement. Parce qu'en Guyane, par exemple, on se rend compte que souvent les politiques qui sont appliquées aux Indiens n'émanent pas forcément des volontés des tribus ou des peuples. Si je peux juste commenter là-dessus en passant, c'est beaucoup plus le cas en revanche dans l'Amazonie occidentale, en Colombie, en Équateur, même au Pérou jusqu'à un certain point, où les intellectuels, il y a des élites indigènes maintenant depuis une vingtaine d'années et qui ont des postes politiques, qui ont des postes universitaires et qui sont très liés aux organisations politiques locales, auxquelles ils restent d'ailleurs très liés, qui sont très actifs dans la définition justement des politiques vis-à-vis des populations indigènes. Merci à tous. Je pense qu'on peut applaudir une dernière fois tous nos intervenants qui ont répondu. Donc nous laissons la place à Jean-Marie Comte pour la conclusion de ce colloque. Nous voici venus au terme d'un colloque extrêmement riche, avec des interventions qui ont toutes été d'une très grande qualité. Je tiens donc à remercier l'ensemble des intervenants pour le travail qu'ils ont fait, pour nous avoir fait part du résultat de leurs travaux, d'avoir aussi ouvert un certain nombre de pistes nouvelles de recherche pour beaucoup d'entre eux. C'est au-delà de ces remerciements, il faut qui s'adressent aux intervenants. Je voulais d'ailleurs dire un mot particulier pour nos amis de l'université de São Paulo qui ont prononcé leur communication en français. Et voilà, on est dans un mois qui va célébrer la francophonie, et vraiment je trouve ça très, très réjouissant. Je les en remercie beaucoup. Donc la Bibliothèque nationale de France a accueilli ce colloque dont il a été rappelé ce matin qu'il s'inscrivait dans le cadre d'un partenariat avec la Bibliothèque nationale du Brésil autour de la réalisation du portail La France au Brésil, dont les chevilles ouvrières sont les mêmes que celles qui ont permis la conception et l'organisation de ce colloque. Donc autour de Régine Piersanti et de Catherine Aurérin pour la Bibliothèque nationale de France, Michel Riodel et Hilda Mendes dos Santos, qui ont été les conseillers scientifiques du portail La France au Brésil, ont donc fortement contribué à la réalisation de ce colloque, dont j'espère qu'il fera date. Et je voudrais former le vœu en terminant que, bien sûr, l'ensemble des communications de ce colloque puissent donner lieu à une publication. Alors, je ne sais pas si ce sera possible. En tout cas, je le souhaite fortement. Et puisque vous avez les uns et les autres posé un certain nombre de questions qui n'ont pas toutes eu leur réponse, ouvert des pistes de travail, et que ce matin, on a annoncé une autre étape pour poursuivre le travail de partenariat autour de la France au Brésil, former le vœu qu'un colloque comme celui-ci, de même tenue, de même niveau, puisse un jour se tenir, mais de l'autre côté de l'Atlantique, au Brésil, avec un certain nombre de nos partenaires universitaires et bibliothécaires, naturellement. Donc je voulais enfin remercier la délégation au développement culturel de la Bibliothèque nationale de France, sans qui nous n'aurions pas pu tenir cette journée, qui a aussi beaucoup contribué à son organisation, en particulier grâce à la bienveillance de Jean-Loup Graton, responsable des manifestations culturelles, et au travail de François Nida et de son équipe,
au sein de la délégation au développement culturel qui nous ont permis de travailler dans de bonnes conditions et de vous accueillir nombreux ici. Enfin, plusieurs d'entre vous ont salué l'assiduité du public et sa qualité d'écoute. Chers auditeurs, j'espère que vous repartez aussi plus savants, plus informés, et que vous aurez envie de prolonger à travers la consultation donc du portail La France au Brésil, que vous pouvez consulter sur Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Donc, rendez-vous à la maison de l'Amérique latine. Oui. Rendez-vous